Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Un autre regard. Je vous propose aujourd'hui la colonie perdue de Roanoke. Alors l'histoire de la colonie perdue, c'est l'un des plus grands mystères, c'est vraiment très intriguant. Alors au cours des années 1580, un groupe de colons anglais s'est établi sur l'île de Roanoke, donc située le long de la côte est de l'Amérique du Nord, donc dans ce qui est aujourd'hui la Caroline du Nord. Le chef part chercher des provisions en Angleterre, donc le gouverneur White. À son retour, la colonie a totalement et mystérieusement disparu. Il trouve seulement 2 indices, le mot Croatoan gravé sur un poteau et le mot Cro sur un arbre. Alors malgré toutes les recherches ultérieures qui ont eu lieu, le sort des colons de Roanoke reste aujourd'hui totalement inconnu, alimentant beaucoup de spéculations, des théories et des légendes pendant des siècles, parfois même surnaturelles. Alors au fil des années, il y a de nombreuses théories qui ont été avancées pour expliquer ce qui a pu leur arriver. Donc on va voir ça ensemble tout à l'heure. Et ça continue de nos jours, bien sûr, à nous captiver. Il y a une part d'imaginaire là-dedans et une part un petit peu d'enquête policière sur cette disparition totalement mystérieuse. Voilà, on va voir ça ensemble. Alors d'abord le contexte historique. Donc les premières expéditions ont commencé vers 1584. Donc là on a du coup Sir Walter Raleigh, qui est un explorateur anglais, reçoit une charte de la reine Élisabeth Ier pour établir une colonie en Amérique du Nord. Donc notamment en Floride, c'était pour contrer en fait l'expansion espagnole. Donc les chartes, ce qu'on peut en dire, c'est que c'était souvent utilisé par les monarques européens pour accorder des droits de colonisation à des individus ou à des entreprises, établissant ainsi les premières colonies dans un nouveau continent. Alors Sir Walter Raleigh, lui, ne dirige pas personnellement les expéditions, il les finance et il les organise. Donc la première expédition d'exploration, il envoie Philip Amadas et Arthur Barlow pour explorer la région. Ils reviennent avec des récits positifs et 2 Amérindiens dans leur bagage, donc des Algonquiens de la tribu des Powhatan, qui s'appelaient Manteo et Wanchese, qui les aident à convaincre la couronne anglaise de la viabilité du projet. Alors une fois sur place, ils hésitent à s'engager dans le détroit de Floride. La flottille double du coup le Cap Fear et se met au mouillage sur l'île de Roanoke. Donc c'est une île de l'archipel côtier des Outer Banks et ça, on est le 5 juillet 1584. La taille de cette île est estimée à 20 miles de longueur, soit environ 30 km, et à 6 miles de largeur, environ 10 km. Donc, cette première flottille de 7 navires quitte Plymouth en avril 1585, avec 600 hommes à bord. Après une escale à Porto Rico, les Anglais arrivent en Caroline du Nord en juin. Cette expédition-là est dirigée du coup par Richard Grenville, qui débarque sur l'île avec environ 600 hommes, comme on disait, et Ralph Lane prend le commandement de la colonie. La première chose qu'ils font, c'est de faire bâtir un fort avant de repartir pour l'Angleterre chercher des provisions. Donc par manque de vivres, ils ne laissent sur place qu'une centaine d'hommes, sous la direction du fameux Ralph Lane. Ils explorent la région vers le nord à la recherche de mines et d'un passage vers le Pacifique. Mais leur plus grande découverte reste en fait la baie de Chesapeake. Donc la situation là se tend rapidement avec les Amérindiens au cours de l'hiver 1585-1586. Parce que du coup, comme ils ont épuisé leurs vivres, ils n'arrivent plus à échanger en fait de nourriture avec les colons. Donc les colons peuvent plus se nourrir des échanges qu'ils font avec les Indiens locaux. Lane se met à craindre du coup un assaut par les Indiens. Donc il décide lui-même d'attaquer le village des autochtones en juin 1586. Une semaine plus tard, Lane décide alors de rentrer en Angleterre avec tous les colons. Donc quand Grenville revient en 1586, donc en mois de juillet, avec des renforts, il trouve le site abandonné. Il lance néanmoins sur place une quinzaine d'hommes face à une population amérindienne qui est très hostile, vu qu'ils ont subi un massacre.
La colonie, donc c'est la petite quinzaine d'hommes qui restent, souffre rapidement de pénurie alimentaire et de conflits avec les tribus locales, ouais, forcément, donc en particulier les Sécotanes. En 1586, du coup, ils abandonnent Roanoke et retournent en Angleterre avec Sir Francis Drake. Donc ils profitent du passage de Sir Francis Drake qui revient d'une bataille avec les Espagnols plus dans le sud. Donc ils saisissent l'occasion de monter à bord de bateaux et de retourner en Angleterre. Ils ramènent avec eux des plantes réputées médicinales, du tabac et du sassafras notamment. Alors si on fait un focus plus particulier sur la colonie de 1587, donc ils font une nouvelle expédition. Là, c'est du coup Sir Walter Raleigh qui finance une nouvelle expédition avec 115 colons, cette fois-ci avec des femmes, des enfants, pour établir une colonie permanente. Donc alors là, c'est vraiment signe que l'objectif n'est plus d'établir une base militaire comme c'était avant, mais vraiment de fonder une colonie de peuplement. Parmi les 115 colons, il y a surtout des fermiers et des artisans, en plus de quelques femmes. Donc les 3 navires partent d'Angleterre en mai, et leur mission est de retrouver les 15 hommes qui étaient laissés par Grenville précédemment, et de s'établir ensuite dans la baie de Chesapeake, qui était jugée plus appropriée que Roanoke, moins hostile. John White, pour cette mission, est nommé gouverneur. Donc les colons comptent parmi eux John White, qui est le gouverneur, sa fille Eleanor Dare et son mari Ananias. Donc Virginie, et du coup, sa fille et son beau-fils vont avoir un enfant, donc peu de temps après leur arrivée sur place. Née Virginia Dare, donc elle est née le 18 août 1787 sur l'île de Roanoke. Donc c'est le premier enfant anglais né en Amérique du Nord. Son nom est resté dans l'histoire en raison de sa naissance historique. Et elle est devenue vraiment le symbole de l'exploration européenne dans les Amériques. Les autres noms des membres de la colonie, du coup, sont en grande partie perdus dans l'histoire, puisqu'effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que les colons venaient de milieux sociaux complètement différents et de milieux professionnels différents. Mais par contre, ils étaient tous venus de toute façon dans l'espoir de trouver une nouvelle vie et des nouvelles opportunités. Donc, malgré les conseils de Raleigh de s'installer sur la baie de Chesapeake, la colonie décide de s'installer à Roanoke. Peu de temps après, du coup, notre nouveau gouverneur, John White, décide de retourner en Angleterre pour chercher des vivres et pour retrouver du soutien. Donc lui, il quitte Roanoke le 27 août 1587, en laissant derrière lui sa fille, et du coup sa petite fille Virginia. Et d'autres membres de la colonie, ils retournent pour chercher, comme je disais, des provisions supplémentaires, parce que l'hiver arrive, et du soutien. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'en général, la traversée entre Roanoke et l'Angleterre aurait dû prendre entre 6 à 12 semaines, voire plusieurs mois. Parce que les navires de l'époque, qui sont à voile bien sûr, dépendaient largement des conditions météorologiques et des vents favorables. Et le voyage en mer n'était pas évident, parce qu'il était souvent lent et sujet à de nombreux retards à cause de tempêtes, de vents contraires, ou même d'obstacles comme les pirates ou la guerre. À son retour en Angleterre, White a trouvé le pays en proie à la guerre anglo-espagnole, ce qui a rendu très difficile pour lui d'organiser une expédition de sauvetage en fait. Donc les tensions entre l'Angleterre et l'Espagne sont au plus haut, et on veut dire que les préoccupations nationales ne sont pas du tout à porter secours à ces gens en Caroline du Nord. Il réussit finalement à retourner à Roanoke en 1590, donc plus de 3 ans après. Donc il peut s'en passer des choses en 3 ans. Là, on va toucher plus à la disparition maintenant. Donc, au retour de John White en 1590, il revient le jour pile du 3e anniversaire de sa petite fille Virginia. Il trouve la colonie abandonnée, avec des structures démontées et aucune trace des colons. Ce qu'il trouve, ce sont 2 notifications. Le mot Croatoan gravé sur un poteau de bois et en lettres Cro gravé sur un arbre. Alors, ce qu'on sait sur ces fameuses inscriptions. Les inscriptions trouvées sur l'île sont des éléments les intrigants, forcément. Sans doute, est-ce que c'était une piste, du coup, en cas où John reviendrait ?
Donc Croatoan, donc sur un poteau de bois près du fort de la colonie, il découvre l'inscription Croatoan. Cela a été interprété comme une indication que les colons avaient peut-être déménagé sur l'île voisine de Croatoan, qui est aujourd'hui l'île Hatteras. C'est une île qui était habitée par des tribus amérindiennes qu'on appelait les Croatoans. L'inscription Cro, C-R-O, qu'il a trouvée sur un arbre à proximité, cela interprété comme une abréviation de Croatoan. Mais il n'y avait aucune autre indication claire de ce qui était arrivé aux colons ou de leur destination ultime. Alors avant de quitter la colonie, ce qu'il faut savoir, c'est que White avait donné des instructions pour qu'en cas de problème, les colons devaient graver une croix de Malte sur un arbre tout proche pour indiquer que leur disparition était forcée. Mais du coup, il a cherché dans tous les environs, il n'a jamais trouvé aucune croix de Malte gravée, que ce soit sur un poteau, une pierre ou un arbre. Donc ces deux inscriptions suggèrent que les colons ont peut-être déménagé vers l'île Hatteras, où vivaient les Amérindiens, qui étaient des alliés des Anglais. Donc lui, c'est comme ça en tout cas que White l'interprète. Il interprète qu'ils ont déménagé volontairement et non sous la contrainte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun signe de lutte ou de violence dans le camp. Les maisons ont été démontées méthodiquement, ce qui suggère un déménagement qui était plutôt planifié qu'une attaque soudaine. Maintenant, place à la théorie sur les disparitions. La première théorie, c'est éventuellement, effectivement, comme nous dit John White, un déménagement. Les colons auraient pu ainsi essayer de se déplacer vers un autre site, comme l'île de Croatoan ou la baie de Chesapeake. Ils auraient pu succomber en route, ça peut tout de suite arriver. Alors, les arguments en faveur de ce déménagement, c'est qu'on a retrouvé un fameux document qu'on appelle la carte de John White. C'est une carte qui a été réalisée par John White lui-même, avec des marques cachées qui pourraient indiquer un site secret où les colons auraient déménagé, puisqu'il y avait un certain site noté X sur le plan. Donc, archéologiquement parlant, au lieu de ce fameux site X, on a trouvé effectivement des fragments de poterie et des outils en fer de style anglais qui ont été trouvés, qui suggèrent quand même une présence anglaise. Et puis effectivement, comme je vous disais, il n'y avait aucune trace suggérant qu'il y a eu des violences, des combats ou un massacre. Donc ils ont fui de façon précipitée. La théorie 1 bis nous indique qu'effectivement ils auraient pu vouloir déménager, mais qu'ils auraient succombé en route à la famine, aux maladies ou au conflit en chemin pendant cette migration volontaire. Parce qu'on ne sait pas effectivement ce qu'on peut croiser. Théorie numéro 2. Un massacre par une tribu hostile, parce qu'ils ne sont pas fait des amis. Donc les Powhatan sont une tribu puissante de la région, auraient pu très bien attaquer les colons. Alors les arguments en faveur d'un massacre par les autochtones, alors d'abord c'est parce qu'ils étaient en conflit avec les Sécotanes. Donc lors de la première colonie, si vous vous souvenez bien, il y a déjà eu des tensions et des conflits avec les tribus locales. Ils ont carrément décidé d'aller faire un raid dans le village et il y a eu un massacre. Ce qui plaide en faveur, c'est qu'il n'y a pas de disparition totale des colons sans laisser de traces pour être expliqué par une attaque qui est tellement soudaine qu'ils n'ont même pas eu le temps, ils n'ont même pas pris le temps de brûler les maisons, de massacrer les gens. Ils auraient tout simplement embarqué les personnes. Les arguments contre, c'est qu'effectivement, comme je vous disais, il n'y a aucun signe de loot ou de massacre. On n'a pas trouvé de sang, on n'a pas trouvé de choses cassées. Et c'est peut-être un peu compliqué de bouger un village complet. Alors, ce qui est contradictoire, c'est que les Powhatan auraient revendiqué avoir attaqué une colonie anglaise, mais ça reste non corroboré par des preuves matérielles, c'est des on-dit, donc voilà, là encore, on est des époques très très lointaines, où il n'y en a pas forcément beaucoup de documents, ni écrits, ni oraux pour en savoir plus. La théorie numéro 3, ce sera un enlèvement par les Espagnols, parce qu'il ne faut pas oublier que du coup l'Angleterre était en guerre contre les Espagnols. Donc les Espagnols étaient très actifs dans le sud, donc tout ce qui est dans la zone Floride-Mexique, et ils auraient pu capturer ou tuer les colons. Mais là c'est pareil, on n'a aucune preuve documentaire ou matérielle soutenant cette théorie. Alors les arguments en faveur de la piste espagnole, c'est qu'il y avait une tension coloniale, comme je vous disais, qui était très forte à l'époque. Ils auraient pu voir cette colonie anglaise comme une menace. Les arguments contre, c'est qu'effectivement, il y a une absence de preuves toujours, il n'y a aucun document, aucun manuscrit, aucune lettre d'aucun soldat qui dit avoir espagnol, qui dit avoir attaqué, aucun ordre de la couronne, il n'y a rien.
Et puis, la priorité des Espagnols, quand même, était centrée sur la défense de leur propre colonie, sur le contrôle des Caraïbes, plutôt que d'aller, du coup, vers le nord s'étendre. Donc, c'est un peu à contre-courant de leurs préoccupations du moment. La théorie numéro 4, c'est la catastrophe naturelle. Donc, les colons auraient succombé à une catastrophe naturelle, comme une épidémie, une famine sévère ou une tempête dévastatrice. Ils sont arrivés dans les périodes hivernales où c'est plus compliqué, surtout quand vous n'avez pas bien établi votre camp, que vous n'avez pas de culture en place, que vous avez peu de nourriture, ça peut vite tourner au vinaigre. Donc c'est que vraiment les colons faisaient face à des conditions environnementales très difficiles, y compris pénurie alimentaire et maladies, comme on disait. Au niveau de tout ce qui est tempête, on a des tempêtes violentes et des épidémies qui ont été documentées dans la région à d'autres périodes, donc c'est un endroit où il peut effectivement avoir tout à fait ce genre de phénomène climatique. En argument contre, on pourrait dire qu'il y a l'absence de traces claires. S'il y avait eu une catastrophe naturelle, ça aurait probablement laissé des traces, comme des squelettes, comme des objets personnels cassés ou dispersés. Il n'y a rien qui a été trouvé. La théorie numéro 5, c'est l'angle surnaturel. Donc là, j'en ai un petit paquet, à prendre ou à laisser, vous verrez. Première théorie surnaturelle, la malédiction amérindienne. Donc, les colons de Roanoke auraient été victimes d'une malédiction lancée par des chamans ou des leaders spirituels amérindiens en réponse à des conflits ou à des injustices subies. Les arguments en faveur de cette théorie sont qu'effectivement les tensions et les conflits avec les tribus locales étaient avérés, notamment les Sécotanes, et que ça aurait pu inciter à une réponse plus mystique. La deuxième, on va dire, argument en faveur, c'est la nature mystérieuse et sans trace de la disparition qui pourrait être interprétée comme le fait d'une force surnaturelle à l'œuvre. La deuxième piste surnaturelle serait l'intervention extraterrestre. Donc les colons de Roanoke auraient tout simplement été enlevés par des aliens. Donc, argument en faveur, l'absence totale de traces, ils auraient purement et simplement disparu sans aucune preuve tangible, grâce effectivement à la télétransportation extraterrestre. Oui, pourquoi pas. Et puis l'incapacité des chercheurs à trouver des explications rationnelles convainc certaines personnes finalement de se tourner vers les explications un peu plus fantastiques. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. La troisième théorie surnaturelle serait une dimension parallèle ou un portail temporel. Donc là, effectivement, on est parti loin. Les colons auraient pu accidentellement traverser un portail vers une autre dimension ou une autre époque, un petit peu comme dans Outlander, finalement. Ceux qui soutiennent cette théorie vont vous dire effectivement que les arguments en faveur sont que cette disparition est totalement inexplicable et il n'y a surtout aucune trace, donc ça ne peut être que ça. Et dans les récits populaires, les mythes et les légendes sur des portails vers d'autres mondes ou d'autres époques alimentent largement cette théorie, puisqu'effectivement ce sont des choses qu'on voit régulièrement en littérature, à la télévision, au cinéma. La quatrième piste, un peu plus surnaturelle, c'est la sorcellerie et la magie noire. Donc là ceux qui défendent cette théorie disent que les colons auraient été victimes de sorcellerie ou de magie noire, soit pratiquée par des Amérindiens, soit pratiquée par des membres de la colonie eux-mêmes. Alors les arguments en faveur, effectivement, c'est que certaines tribus amérindiennes avaient des pratiques spirituelles qui étaient très complexes et qui pourraient être interprétées comme de la sorcellerie par les colons. Et l'époque vaut bien ça aussi, puisqu'effectivement on est dans des époques où les croyances à la sorcellerie étaient très courantes en Europe. On en a en Europe de la Renaissance, et que toutes ces croyances, du coup, ont été ramenées dans le Nouveau Monde, finalement, avec eux. À vous de vous faire une idée sur ces théories un peu plus surnaturelles. En tout cas, ces théories ont été popularisées par des livres, des films et des émissions de télévision qui renforcent effectivement la présence de l'aspect surnaturel dans l'imaginaire, on va dire, populaire. Alors, ce qu'on peut citer, déjà, quelque chose à laquelle on passe, c'est quatre choses que vous pouvez trouver éventuellement sur YouTube. C'est effectivement American Horror Story, donc la saison 6, c'est Roanoke, de toute façon. Donc effectivement, cette saison de la série traite directement de la colonie perdue de Roanoke. Donc elle utilise un format documentaire fictif pour raconter l'histoire d'un couple moderne qui emménage dans une ancienne ferme en Caroline du Nord pour découvrir effectivement qu'elle est hantée par les esprits de la colonie perdue. Donc toute la saison tourne autour de ça.
Donc la série, elle mélange horreur, folklore et mystère, et elle propose, elle, une interprétation qui est plus surnaturelle de la disparition des colons. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu. On a un docudrama The Lost Colony, donc, qui est diffusé sur PBS, qui combine des éléments de documentaire et de reconstitution dramatique, qui raconte l'histoire de la colonie et qui explore les différentes théories sur sa disparition, donc c'est assez captivant. Le programme, il utilise des interviews, bien sûr, avec des historiens et des archéologues, donc ça donne effectivement un contexte factuel qui est quand même très intéressant, ainsi que des scènes qui sont dramatisées, qui permettent de donner vraiment vie aux événements historiques et de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Vous avez également l'émission Roanoke Search for the Lost Colony, c'est donc un documentaire du National Geographic qui explore les dernières recherches archéologiques et les théories qui concernent la disparition, bien sûr. Donc il présente des fouilles qui sont très récentes et des découvertes scientifiques et ils offrent un aperçu des efforts actuels pour résoudre cette grande énigme de l'histoire. Et un petit peu plus hors sol, on va avoir Ancient Aliens, qui est une série qui parle de la théorie des anciens astronautes et puis comment les extraterrestres influent sur Terre. Donc là, il y a un épisode qui suggère carrément que la disparition de la colonie peut être liée à des phénomènes extraterrestres. Donc c'est quelque chose que vous pouvez sûrement choper sur YouTube par exemple. Donc on va maintenant refermer ensemble le volet un petit peu plus paranormal, supernaturel, pour aller vers les autres théories. Donc la théorie classique numéro 5, c'est l'assimilation par une tribu amérindienne. Une de mes préférées, on va dire. Donc là, les colons auraient pu se joindre aux tribus locales pour survivre, notamment les Croatoans. Parce qu'il y a des récits ultérieurs qui mentionnent des Amérindiens avec des traits européens et des pratiques de langue anglaise rudimentaire. Certains historiens soutiennent cette théorie en se basant sur des témoignages et des artefacts européens qui ont été trouvés dans des sites amérindiens. Donc les arguments en faveur de cette théorie, qui dit effectivement qu'ils ont rejoint un village autochtone et qu'ils se sont mêlés à la population, c'est d'abord des indices archéologiques. Donc des fouilles sur la fameuse île Hatteras, donc l'île de Croatoan, ont révélé des artefacts européens mélangés à des artefacts amérindiens de cette époque. Donc ils ont vraiment suggéré une interaction prolongée entre les deux groupes. L'inscription Croatoan et Cro, bien sûr, trouvée sur un poteau et sur un arbre respectivement, indique que les colons pourraient avoir déménagé volontairement vers ce lieu. Et on a également des témoignages historiques, il y a des récits ultérieurs qui font état d'Amérindiens aux yeux gris et bleus, à la peau plus claire, qui parlent un anglais rudimentaire. Ce qui pourrait indiquer qu'il y a eu une assimilation. Dans la période moderne, on a tenté effectivement de résoudre le mystère par la science. Donc on va faire un petit point sur les recherches de nos jours pour savoir ce qu'est devenu cette colonie perdue. Donc au niveau archéologique, donc bien sûr il y a des fouilles, comme je vous disais, qui ont été entreprises avec ces fameux artefacts européens et ces poteries qui ont été liées et trouvées mélangées avec celles amérindiennes. Donc ils ont fouillé le site du fort Raleigh. Donc ils ont mené, donc ils ont bien découvert plusieurs artefacts, tels que des fragments de poterie et des outils, mais ceux-ci dataient principalement de la première colonie de 1585-1586 et non de la fameuse colonie de 1587 qui nous intéresse. On a le projet First Colony Foundation, qui est une organisation dédiée à la recherche de la colonie perdue, qui lui fait des fouilles à fond. Donc en 2015, ils ont exploré une zone sur l'île qui s'appelait le fameux site X, souvenez-vous de la fameuse carte de John White. Et ils ont découvert des artefacts, en fait, tels que des fragments de poterie de style anglais, une poignée de couteaux et des morceaux de plomb qui datent de la fin du XVIe, qui suggèrent une présence anglaise continue après 1587. Bien sûr, ils ont également été fouillés Croatoan, donc la fameuse île d'Hatteras. Donc ils ont été sur le site de Cape Creek. Donc là, sur ce site, ils ont révélé des objets européens mélangés à des artefacts amérindiens, donc inclus avec une bague en cuivre notamment, une poignée d'épée et des pièces de monnaie anglaise. Alors ces découvertes suggèrent en fait une interaction entre les Roanoke et les Amérindiens locaux, et elles soutiennent la colonie, effectivement, que cette colonie aurait pu se déplacer sur cette île. Il y a également une étude entreprise par la Société historique de Croatoan. Donc, eux, ils ont également mené des recherches et des fouilles. Ils ont trouvé des preuves supplémentaires de présence européenne sur cette île, notamment des fragments de poterie anglaise, des outils en fer, ainsi que des objets décoratifs.
Des autres découvertes archéologiques importantes, là on va parler un petit peu plus de cette fameuse carte de John White. Donc en 2012, des chercheurs ont examiné une carte qui a été réalisée par John White, le gouverneur de la colonie perdue. Cette carte était au British Museum. Elle représentait des marques cachées en fait sous un genre de patch qui indique potentiellement un emplacement secret. Donc, basé sur cette carte, évidemment, ils ont été voir sur place. Donc, ce fameux site X, alors lui, il est situé près de la rivière Chowan sur le continent, et ils ont trouvé à cet endroit des fragments de poterie, des outils en fer de style anglais, qui suggèrent une possible relocalisation des colons vers cette région. Ça, c'est encore une autre piste. Ils n'ont pas forcément été vers Croatoan, ils auraient pu effectivement faire un nouveau campement à ce fameux site X. Une autre piste qui a été entreprise pour démêler l'énigme, c'est l'aspect ADN. Donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour analyser l'ADN des descendants des tribus locales et des colons potentiels pour trouver des preuves de cette assimilation. Donc c'est vrai que c'est une méthode qui est potentielle pour résoudre le mystère. Alors, il y a une initiative de l'Institut Lost Colony DNA, donc qui, à partir de 2007, du coup, a lancé des chercheurs et des généalogistes pour tenter d'utiliser l'ADN pour retrouver des descendants potentiels de ces fameux colons. Donc, en fait, ils comparent l'ADN des Amérindiens locaux, particulièrement ceux de la tribu Lumbé, qui sont soupçonnés d'avoir des liens avec les colons disparus, avec l'ADN des descendants potentiels des colons en Angleterre et en Amérique. Donc ils croisent tous ces ADN-là pour essayer d'avoir effectivement des allèles communs, pour essayer un peu les pister. Alors il y a des problèmes et des défis qui barrent un petit peu le chemin sur l'utilisation de l'ADN. Déjà parce qu'il manque de restes humains directs. Ça aurait été plus facile si on avait trouvé les squelettes de ces colons. On aurait pu effectivement avoir un ADN beaucoup plus frais et pas un ADN partiel. Il n'y a aucune sépulture, je répète, aucun reste humain identifiable à ce jour qui n'a été trouvé. Donc ça complique vraiment la tâche pour comparer l'ADN. Les échantillons disponibles sont principalement des artefacts qui ne contiennent pas de matériel génétique. Donc c'est pas avec une poterie effectivement qu'on va pouvoir comparer un ADN. Et il y a eu aussi un grand mélange génétique quand même au fil du temps, parce qu'on remonte aux années 1580, donc ça fait un petit bout de temps. Donc les populations locales, comme les fameux Lumbee, ont été fortement mélangées au fil des siècles avec d'autres groupes amérindiens, des Africains et des Européens, qui rendent difficile l'identification des traces génétiques spécifiques. Et puis, il y a toutes les mutations et les variations génétiques qui sont accumulées au fil des générations qui compliquent davantage l'identification des lignées spécifiques. Donc c'est un vrai travail de fourmi, tant au niveau de l'ADN que de la généalogie. Alors ce qu'on peut savoir des premiers résultats préliminaires, ce sont des choses qui sont toujours en cours. Alors ils ont effectivement, les tests ADN ont été réalisés par des membres des tribus locales et des familles d'être suspectés d'être liés aux colons de Roanoke, à travers des noms de famille, à travers des localisations. Donc les résultats ont montré des traces d'ascendance européenne chez certains membres de tribus amérindiennes, mais ces résultats sont totalement insuffisants pour établir que cette ascendance européenne, ce sont les colons de Roanoke. Là, il manque un maillon, si vous voulez, à la chaîne. En parallèle à ces tests ADN, il y a des artefacts européens qui ont été trouvés sur des sites amérindiens qui suggèrent qu'il y avait une interaction entre les colons et d'autres tribus locales auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc on voit que le maillage était plus étendu que prévu. Et ne permettent pas effectivement de toute façon de confirmer totalement cette théorie de l'assimilation. Alors les tests ADN, c'est vrai que c'est une bonne piste scientifique, ça permet quand même d'apporter quelques éléments de réponse, mais c'est encore pas concluant, on va dire. Comme on disait, il manque on n'a pas le matériel génétique direct, donc c'est plus compliqué. Alors on espère aussi que les améliorations technologiques futures, parce que plus ça va, plus la science va loin, plus on est capable de faire des analyses plus fines. Donc on espère qu'avec les avancées technologiques, on va pouvoir creuser un peu plus et avoir des réponses à tout ce que Alors, tout ce qu'on peut dire effectivement, c'est que pour l'instant, tout est un peu en stand-by. On n'a pas de réponse définitive, le mystère reste entier. Historiquement, la région elle a été finalement colonisée dans le nord à partir de la colonie de Jamestown et de toute la zone en fait autour de la baie de Chesapeake, qui était avec le fameux capitaine John Smith. Alors ça, c'était plutôt entre 1603 et 1607, donc ils sont revenus à l'attaque.
À cette date, les revenus tirés de la vente de tabac en Europe permettaient de couvrir les frais d'entretien de la colonie et faire de la Virginie un établissement prospère. Donc effectivement, avec la découverte du tabac et le boom du tabac en Europe, ça a vraiment permis de viabiliser les trajets et d'assurer effectivement l'achat des provisions nécessaires pour tenir l'hiver. Donc le mystère de la colonie de Roanoke, ça reste un des plus grands mystères résolus. Malgré les études modernes, les recherches archéologiques, les recherches généalogiques, le sort des colons reste à ce jour inconnu. Donc comme on a vu ensemble, il y a un panel de théories qui est assez conséquent. On parle effectivement du simple déménagement-assimilation à des extraterrestres. Donc c'est vraiment un éventail qui reste très large. Le mystère, ça continue à fasciner les historiens, parce qu'aujourd'hui encore, vous avez du coup des livres là-dessus, vous avez des reportages, il y a vraiment toute une aura aussi bien historique, criminelle que surnaturelle, donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Et puis, il y a une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas enlever l'impact culturel de cette colonie perdue, puisqu'effectivement, il y a bon nombre de séries de télévision, de films qui s'en inspirent. Alors, on va citer déjà, en premier lieu, La Tempête du siècle, un livre de Stephen King qui est librement inspiré de la colonisation manquée de Roanoke. Donc, voilà. Si on voit la série Supernatural, saison 2, épisode 9, on a une épidémie qui transforme tous les habitants d'une petite ville en démons. Et quelqu'un nous mentionne effectivement que c'est ce qui s'est produit à Roanoke. On y fait aussi référence dans des séries populaires comme Le Mentaliste, Les Mystères de Heaven, Falling Skies, Sleepy Hollow ou encore Legacies récemment. Donc voilà, c'est quelque chose qui est totalement rentré dans le tronc commun et ça laisse la place à l'imagination. J'espère qu'avec tous ces renseignements-là, vous avez pu vous faire une idée personnelle de ce qui a pu leur arriver. J'espère vous avoir intrigué, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Dans tous les cas, je vous ai raconté l'histoire de la colonie de Roanoke avec plaisir. Je vous dis à la prochaine fois. Et prenez soin de vous.